Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nous sommes de ceux qui refusent d'oublier. Nous sommes de ceux qui refusent l'amnésie, même comme méthode. Aimé Césaire, Discours sur la négritude, 26 février 1987. 1. Introduction. En 1871, au moment où le régime républicain commence à s'installer à nouveau au pouvoir en France, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion jouissent, dans le vaste empire colonial français, d'un statut spécifique qui les distingue des territoires d'Afrique et d'Asie en cours de colonisation. En effet, ces 4 anciennes colonies constituent les vestiges du premier empire colonial français des XVIIe et XVIIe siècles dont la plus grande partie a été perdue au cours des guerres contre les Anglais. Dans le mouvement de décolonisation entamé après la Seconde Guerre mondiale, ces 4 vieilles colonies sont transformées en autant de départements français d'outre-mer, par la loi du 19 mars 1946, dite loi de départementalisation. Ces territoires présentent une grande diversité géographique. En effet, si la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique sont situées dans le bassin caribéen, la Réunion fait partie des Mascareignes, dans l'océan Indien. Si la Martinique et la Réunion sont des îles, la Guadeloupe est un archipel de 8 îles. La Basse-Terre et la Grande-Terre qui constituent la Guadeloupe dite continentale par opposition aux dépendances que sont la Désirade, les Saintes, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, Marie-Galante, Saint-Barthélemy et la partie nord de Saint-Martin. La Guyane appartient à la partie amazonienne de l'Amérique continentale. La Guadeloupe et la Martinique, distantes de 200 km, constituent les Antilles françaises. C'est à partir de 1635 que leur histoire est intimement liée à celle de la France, quand Lénard de l'Olive et Duplessis d'Aussonville, pour la Guadeloupe, Pierre Belin d'Esnambuc, pour la Martinique, prirent possession de ces territoires au nom de la Compagnie des îles d'Amérique. Cette pratique était rendue possible, en vertu des dispositions royales en faveur des compagnies dites à charte. D'abord possession extérieure de statut privé, ces terres lointaines furent rattachées pour leur administration au ministère de la Marine par Colbert en décembre 1669. Cartin, le bassin caribéen. 5 ans plus tard, en décembre 1674, après la faillite de la Compagnie des Indes occidentales, la Guadeloupe, la Martinique, comme les autres vieilles colonies furent réunies à la couronne par Louis XIV. C'était une forme de nationalisation. C'est à partir de cette époque que les îles allaient commencer à devenir des circonscriptions administratives, des subdivisions de l'État, soumises aux compétences du droit public français. Elles conservèrent le statut de colonie jusqu'en 1946, en dépit des vicissitudes de la vie politique en France. À partir du XVIIe siècle, l'implantation des colons européens venus de toutes les régions de France se fait aux dépens des Caraïbes, premiers occupants de ces îles. L'économie de celles-ci devient rapidement prospère. En particulier, au XVIIIe siècle, elles sont les plus riches îles à sucre, après Saint-Domingue, ce qu'atteste l'acharnement de la lutte entre Français et Anglais pour leur possession. Le sort de ces territoires est souvent lié au sort des armes dans les guerres que se livrent les puissances coloniales. Ils sont utilisés comme monnaie d'échange lors des traités de paix. Au traité de Paris en 1763, la France ne préfère-t-elle pas la Martinique, ou quelques arpents de neige du Canada, selon le mot de Voltaire? Ces îles connurent d'ailleurs des périodes d'occupation anglaise, voire hollandaise ou suédoise, plus ou moins longues. Leur prospérité, fondée sur la monoculture de la canne à sucre et l'industrie sucrière dérivée, nécessita l'introduction massive d'Africains noirs mis en esclavage, à un point tel que la population servile augmentant beaucoup plus rapidement que celle des colons blancs devient majoritaire. L'inversion du rapport démographique entre population servile et population de colons s'est opérée dans les années 1660, en Guadeloupe comme en Martinique. C'est ainsi qu'en 1848, année de la promulgation de l'acte d'abolition de l'esclavage par le gouvernement provisoire de la Seconde République, la population non blanche représente plus de 92% de la population totale en Guadeloupe et Martinique alors que 74% de cette population totale sont serviles en Guadeloupe contre 60% en Martinique. Jusqu'en 1848, les documents d'archives, recensements, rapports de l'administration coloniale, établissent au sein de la population des colonies des catégories non seulement selon le statut, libre, affranchi et esclave, mais aussi selon la couleur, blanc, mulâtre, noir. Tableau 1.
Évolution de la population des Antilles françaises de 1664 à 1848. Les membres de la population blanche sont couramment désignés par les termes de blancs créoles. Aristocrates royalistes sous la Révolution, ils eurent des sorts différents, selon qu'ils aient été en Martinique ou en Guadeloupe, à partir de 1794, année de la promulgation du décret du 4 février, 16 pluviose, en île, par lequel la Convention abolit l'esclavage des nègres dans les colonies. En réaction, les royalistes favorisèrent l'invasion des îles par les Anglais. Ceux-ci ne purent rester en Guadeloupe que 2 mois, avril, mai. Par contre, ils ne partirent de la Martinique qu'en 1802, après le rétablissement de l'esclavage dans les colonies par le premier consul, Napoléon Bonaparte. En Guadeloupe, le général Victor Hugues, envoyé par la Convention, mena la lutte contre les royalistes qui furent exterminés ou contraints à l'exil. Leur nombre se réduit à 1092 en 1795. Le retour des exilés, pourtant peu nombreux après 1801, et le rétablissement de l'esclavage en 1802 donnèrent le signal d'une terrible répression menée par le gouverneur Lacrosse et le général Richepense contre les patriotes républicains. Les nègres et mulâtres engagés dans l'armée républicaine ne réussirent pas à conserver la liberté pour eux-mêmes et pour leurs frères de race. Au cours de cette confrontation dramatique, le colonel Louis Delgray, homme de couleur né en Martinique, et ses 400 soldats noirs se font sauter à la redoute du Matouba, le 28 mai 1802, au terme d'une résistance héroïque, préférant la mort à l'absence de liberté. L'esclavage fut rétabli à ce prix, en Guadeloupe, le 16 juillet 1802. Il n'avait pas cessé d'exister en Martinique. Il ne fut jamais rétabli à Saint-Domingue où les esclaves révoltés pour leur liberté depuis 1791 s'émancipèrent par les armes, ce qui provoqua la promulgation du décret de pluviose par la Convention. En effet, à partir de février 1802, la résistance contre la politique liberticide de Napoléon Bonaparte, incarnée par Toussaint Louverture, aboutit à la proclamation de l'indépendance d'Haïti par un de ses lieutenants, Dessalines, le 1er janvier 1804. Entre-temps, Toussaint Louverture, capturé par ruse et transféré en France, emprisonné au fort de Joux dans le Jura, où il meurt le 7 avril 1803. Les destins différents de ces colonies pendant la période révolutionnaire expliquent, en grande partie, la composition différente de leur population actuelle. Les Blancs créoles, présents davantage en Martinique, y ont un poids économique dont on ne retrouve pas l'équivalent en Guadeloupe. Une infime minorité d'entre eux, Béquets Goyave de Martinique, Petit Blanc et Blanc Matignon de Guadeloupe et de ses dépendances, a une situation sociale et économique modeste. À l'origine, la population dite de couleur ou gens de couleur sous-entendu indéterminée, se distingue des Noirs. Pendant longtemps, la majorité des Géras de couleur est libre, alors même qu'à l'inverse, l'immense majorité des Noirs est esclave. Après l'émancipation de 1848, progressivement, la dénomination population de couleur intègre tous ceux qui ne sont pas blancs. Les nègres de race africaine noire en constituent le sous-groupe numériquement dominant. Ils se distinguent pourtant, culturellement, des Africains et des Afro-Américains. Pour Roger Bastide, dans le monde esclavagiste, les communautés qu'ils formaient se sont donné des règles de vie également éloignées de celles de l'Afrique, définitivement perdues, et de celles des Blancs qui leur niaient l'intégration. Elles se sont forgées en effet pour pouvoir vivre une culture propre, en réponse au nouveau milieu dans lequel ils devaient vivre. La très grande majorité des nègres des Antilles a été libérée de l'esclavage en 1848 et constitue l'élément dominant du prolétariat rural. Une minorité est constituée par les descendants d'affranchis de plus ou moins longue date. En effet, le Code noir ou ordonnance concernant la discipline de l'Église et la condition des esclaves, promulgué en mars 1685, sous l'impulsion de Colbert, prévoit des mesures d'affranchissement d'esclaves dans certaines conditions, y compris pour des esclaves nègres qui peuvent ainsi recouvrer leur liberté comme prime. De 1816 à 1830, les révoltes d'esclaves se multiplient. L'affranchissement de certains d'entre eux est utilisé comme soupape pour désamorcer les protestations de plus en plus véhémentes de la population servile à l'encontre de l'esclavage. C'est ainsi qu'au lendemain de la révolte de 1831 en Martinique, plus de 3000 esclaves sont libérés. En 1838, il y avait 19 000 nègres libres à la Martinique.
Les mulâtres constituent le deuxième sous-groupe des gens de couleur. Très tôt, les colons blancs entretiennent des rapports sexuels avec leurs esclaves négresses. Les produits de ces unions plus ou moins éphémères sont appelés mulâtres. Le père du tertre écrit: les enfants qui naissent de ces approches illégitimes sont communément appelés mulâtres dans toute l'Amérique, aussi bien chez les Espagnols que chez les Portugais, parmi lesquels ce crime est aussi ordinaire qu'il est rare dans nos Antilles, que chez nos habitants, faisant sans doute allusion aux mulets parce que ces pauvres enfants sont engendrés d'un blanc et d'une noire, comme le mulet est produit de deux animaux de différentes espèces. Les mulâtres naissent libres avant la parution du Code noir. Cette ordonnance stipule que ces bâtards suivent désormais le sort de leurs mères esclaves. La pratique de l'affranchissement permit d'assouplir les conséquences de ces dispositions. Dans certains cas, les mulâtres reçoivent tout de même de leur père une dotation en terre ou autre bien constituant un embryon de patrimoine. Après l'affranchissement général de 1848 et la libération des mœurs, sous le Second Empire, le brassage racial s'accélère. Pour rendre compte de la diversité infinie des nuances de l'épiderme résultant des divers croisements entre blancs, noirs et mulâtres, tout en dénonçant la vanité de cette entreprise, Guy Lasserre évoque les essais de classification raciale de Moreau de Saint-Méry, 1750 à 1819. Moreau de Saint-Méry propose une curieuse classification systématique en fonction des combinaisons des 128 parties qui sont blanches ou noires dans les deux races primitives. Et dès lors, défilent en ordre soigneusement rangé mulâtres, carterons, octavons, mamelouks, sans-mêlés, griffes ou sambos, sakatra, marabouts, etc. Est-il besoin de dire que cette énumération, pour longue et détaillée qu'elle soit, ne peut rendre compte de la transition déliée qui réunit le noir au blanc, par toute la gamme possible des sans-mêlés? Après 1848, les statistiques officielles ne distinguent plus la population selon la couleur, mais héritage de la période esclavagiste, tous les observateurs qui la décrivent, administration, écrivains, géographes, etc., continuent d'utiliser les critères raciaux. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on parle assez couramment des trois races cohabitant dans les îles, la blanche ou européenne, la noire ou africaine, la mulâtre ou sans-mêlée. Cette ethnicisation du langage dans la société antillaise perdure aujourd'hui encore, même si l'on tente d'y imposer l'idée d'une société métisse. À la fin du Second Empire, la situation de ces trois groupes raciaux est très différente. L'aristocratie blanche constitue le lobby béké, blanc créole, le plus puissant des Caraïbes. Il est installé dans une position dominante sans partage, car la plupart des problèmes qui touchaient ses membres ont été résolus. Contrairement à ce qui s'est passé en Guadeloupe, la révolution de 1789, pas plus que celle de 1848 ne les ont chassés. Leur potentiel économique est intact car il n'y a pas eu de réforme agraire au profit des anciens esclaves. Les problèmes d'éducation de leurs enfants sont réglés, écoles privées, préceptorats ou envois en France. Ils redoutent néanmoins le retour de la démocratie, dont ils ont gardé un mauvais souvenir depuis 1848. Ils devront défendre leur suprématie politique dans ce nouveau contexte. Le groupe mulâtre, lui, est en pleine mutation sociologique par l'intégration d'éléments nouveaux. De groupe ethnique, il se transforme progressivement en classe sociale qui s'élargit à d'autres métis et à certains noirs. Ils ont en commun les mêmes inclinaisons professionnelles, professions libérales, commerciales et administratives, rarement agricoles, même s'ils sont parfois propriétaires de domaines et d'usines, la même polarisation sociale, urbaine, avec pour groupe de référence, le groupe béké, certains d'entre eux possédaient des esclaves avant 1848. Les mulâtres veulent la fusion des races, entendue comme disparition de toute barrière entre le blanc et le mulâtre. Ils ont conforté leur position par l'instruction à laquelle ils ont eu accès très tôt. Ils ont tout à attendre du nouveau régime, dont ils prendront le contrôle politique assez rapidement. Mais ayant faiblesse numérique face à la masse nègre, comment parviendront-ils à maintenir dans la longue durée l'avantage que leur confère l'instruction et le contrôle des fonctions administratives et politiques? Par quels moyens parviendront-ils à réaliser la situation que l'un d'entre eux, Victor Sablé, constate sans déplaisir en 1993? Le XXe siècle aux Antilles françaises a été le siècle des mulâtres. Quant aux Noirs sortis pour la plupart de l'esclavage depuis 22 ans seulement, ils occupent le bas de l'échelle sociale. Réfugiés sur les mornes ou dans les quartiers populeux des bourgs ou des villes,
Ils se reconnaissent dans la culture nègre générée par l'esclavage au sein de l'habitation. Ils vivent au jour le jour par leur travail. Ils sont les plus nombreux, mais en général analphabètes. Selon Napoléon III, leur avenir dans la société démocratique repose sur le bienfait du temps et la diffusion de l'instruction. Jusqu'à ce que l'instruction eût éclairé les affranchis et leur eût appris ce qu'ils devaient à la société dont ils étaient devenus membres, il y aurait une imprudence extrême à les armer d'un droit dont ils étaient incapables d'user directement. Pourtant, la défaite de 1870, la disparition du Second Empire, l'introduction des institutions républicaines dans les colonies mettent la démocratie à leur portée sans attendre. Il s'agit dès lors de savoir comment ceux qui ont exercé le pouvoir au nom du nombre ont-ils installé la démocratie et conduit son développement dans la colonie, et par là même, comment ont-ils permis à la population nègre, largement majoritaire, d'accéder à la citoyenneté, entrevue en 1848. Comment la diffusion de l'instruction, qui est parée très tôt de toutes les vertus émancipatrices, a-t-elle été utilisée à cette fin? À partir des années 1880, le système scolaire de référence dans les colonies est le système français, qui est fondé sur les principes de gratuité, de laïcité et d'obligation. Ces principes sont mis en œuvre à partir des lois scolaires impulsées, pour l'essentiel par Jules Ferry, 1832 à 1893, et Ferdinand Buisson, 1841 à 1932. Ces lois constituent l'œuvre maîtresse de la Troisième République en matière scolaire et le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l'école de la République, parce qu'elle est chargée d'instituer dans la population les principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité issus de la Révolution française. Pourtant, le siècle de Jules Ferry, correspondant à la période d'effet de ces lois, s'étend bien au-delà de la fin de la Troisième République. L'école de Jules Ferry, l'école du peuple, l'école pour tous, l'école de la République, ne reculera que devant les impératifs de la démocratisation de l'enseignement. Elle disparaîtra dans la solution finale donnée à la compétition entretenue jusque-là entre l'école secondaire et l'école primaire. Cette dernière, plus particulièrement concernée par les lois scolaires de Jules Ferry, perdra son autonomie pour devenir le premier échelon du système éducatif unifié, au cours des décennies 1960 à 1970. La présente étude porte sur l'application institutionnelle de ces lois en Martinique en liaison avec la scolarisation. La scolarisation étant considérée comme le rapport d'échange que la population entretient avec le système scolaire qu'elle utilise. Ce système scolaire lui-même étant entendu comme l'agencement des types d'enseignement concrétisés sous forme de types d'établissements en vigueur pendant la période considérée, au niveau de l'unité politique actuelle et constituant l'essentiel des moyens d'éducation fournis aux jeunes générations. Cette définition est inspirée des idées du professeur Viviane Isambert-Jamati. Du point de vue méthodologique, malgré l'intérêt que peut présenter un tel exercice, il ne sera pas fait de comparaison systématique entre la situation de la Martinique et celle de la Guadeloupe, pas plus qu'avec celle de la France. Pourtant, le choix des items de rapprochement sera fait dans le souci constant de tester l'hypothèse selon laquelle les résultats établis pour la Martinique sont applicables à la Guadeloupe, au moins au niveau de généralité dans lequel ils sont formulés. Cette hypothèse est a priori vraisemblable. Car sans évoquer les périodes de leur histoire pendant lesquelles la Guadeloupe dépendait d'un gouvernement général confié au gouverneur de la Martinique, on peut étayer ce point de vue par deux constats. Le destin commun d'îles caribéennes proches, soumises aux mêmes lois et pratiques du colonialisme français en dépit des nuances évoquées, et surtout le fait que même si les élus martiniquais donnent souvent le la des réformes au point d'agacer le Parlement français, ces Martiniquais sont des gens impossibles. Dès qu'on leur accorde ce qu'ils ont demandé, ils réclament autre chose. Il est à noter que les étapes importantes du processus de domiciliation de l'institution scolaire française dans les vieilles colonies sont marquées par des lois ou décrets émanant du Parlement français, lois ou décrets qui concernent identiquement et exclusivement pour l'essentiel les trois colonies de Martinique, Guadeloupe et Réunion. Ces trois colonies, régies par des lois organiques que constituent pour les Antilles les deux Senatus Consultes du 3 mai 1854 et du 4 juillet 1866, se distinguent de la Guyane. Cette dernière relève du régime dit des décrets simples, à l'instar des autres colonies de conquête plus récentes. À partir du cas de la Martinique,
Il s'agit donc d'identifier, au sujet de la scolarisation, les circuits de financement et les structures de décision, d'évaluer leur degré de liberté et leur efficacité, d'étudier la nature et l'ampleur des adaptations des lois françaises arrêtées, préalablement à leur application aux colonies antillaises. Il s'agit aussi de tenter de dégager l'impact du fonctionnement de ce système scolaire importé sur ces sociétés insulaires, issues du creuset de la colonisation française elle-même, marquée par la mise en esclavage d'Africains noirs, en matière de progrès vers la démocratie telle que celle-ci est conçue dans la République française. C'est-à-dire, repérer, à travers la scolarisation des jeunes, les orientations générales susceptibles d'induire chez eux des comportements et des attitudes qui les prédisposeront, ou non, une fois devenus adultes citoyens de ces sociétés, à construire entre eux, finalement, plus de liberté individuelle et collective, plus d'égalité et plus de fraternité. 2. L'école, enjeu dans la lutte politique pour le contrôle des institutions démocratiques après 1870. Le changement de régime en France, au lendemain du désastre de Sedan en 1870, eut d'importantes répercussions dans la vie politique aux Antilles. Tout à la fois, les défenseurs locaux des idées républicaines, souveraineté populaire, liberté, égalité et assimilation politique, progrès social, etc., sont galvanisés. Le mode de représentation de la population est bouleversé puisqu'aux hommes désignés soit directement, soit indirectement par le gouverneur se substituent des élus du suffrage universel masculin dans les municipalités et au Conseil général. La représentation de la colonie au Parlement, Chambre des députés et Sénat, est rétablie par les décrets du 15 septembre 1870 et du 1er février 1871, puis confirmée définitivement par les lois constitutionnelles de 1875. En ce qui concerne la représentation locale, le décret du 3 décembre 1870 maintient la législation impériale sur le Conseil général, dans les vieilles colonies, ordonnance des 9 février 1827 et 22 avril 1833, Senatus Consulte du 3 mai 1854 et du 4 juillet 1866, infra, page 203. Mais s'appliquent aussi, dans ces colonies, les lois métropolitaines dans les domaines des droits politiques, de l'état civil, de la propriété, et en général, celles qui concernent tous les actes importants de la vie sociale. Dans ce nouveau cadre, le pouvoir politique, qui jusque-là était resté concentré entre les mains de l'aristocratie béquée, lui est âprement disputé par des hommes de couleur aidés par des amis politiques et philanthropes métropolitains dont le plus célèbre est Victor Schœlcher. René Acquéin place la phase la plus intense de cette lutte pour le pouvoir à la Martinique, entre les années 1870 et 1885. Dès la proclamation de la République, l'opinion publique à la Martinique, qui rappelons-le s'était élargie grâce au suffrage universel qui avait entraîné une plus grande participation de la population de couleur à la vie politique. Cette opinion publique donc se divisa profondément. Deux partis s'opposèrent radicalement. Le Parti des Blancs créoles anti-républicains, raciste, farouchement opposé à l'application des institutions nouvelles. Il refusait le progrès et défendait les privilèges politiques de l'ancienne aristocratie qui était menacée. Le Parti des hommes de couleur, républicains et patriotes, partisans de la liberté et de l'égalité politique. Ces hommes veulent utiliser toutes les conquêtes de la République pour mettre un terme aux privilèges de l'aristocratie coloniale. Ils souhaitent enfin, grâce au suffrage universel, contrôler le pouvoir politique, afin de hâter l'émancipation politique de la population de couleur. En Martinique, seule l'élite de la bourgeoisie de couleur, formée en majorité de mulâtres, avait été en mesure de fournir des hommes engagés de longue date dans la lutte politique, ayant l'instruction, la fortune, la prestance, la respectabilité sociale et la détermination nécessaires pour faire face efficacement sur le plan individuel aux candidats susceptibles d'être présentés par les Blancs créoles. Un examen des listes d'élus en Martinique pendant toute cette période fait apparaître une prédominance d'élus mulâtres issus ou non des grandes familles bourgeoises. Ils sont commerçants, propriétaires, membres des professions libérales, etc. De fait, les élections cantonales et municipales qui se déroulent dans la deuxième quinzaine de janvier 1871 amènent des majorités homogènes de républicains dans les municipalités et les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Martinique. Les maires et adjoints aux maires sont ensuite désignés par le gouverneur, parmi les conseillers municipaux élus.
Ces désignations ont eu lieu les 24 et 29 janvier en Martinique. Parmi les nouveaux élus, on trouve Victor Schulcher au siège de député. Il est important de souligner, dans l'œuvre immense et prestigieuse de Victor Schulcher, 1804 à 1893, son action politique en faveur des populations serviles des colonies, avant et après leur émancipation. On lui attribue le décret du 27 avril 1848, portant sur l'émancipation immédiate et générale, après des travaux de préparation au sein de la commission mise en place à cet effet, auprès du ministre provisoire de la Marine et des colonies, dont il assurait le souscrétariat. En août 1870, à la veille de la défaite de Napoléon III, il rentre d'exil. Il est âgé de 66 ans, et met sa longue expérience de militant politique républicain radical, d'écrivain, de pamphlétaire et de philanthrope au service du nouveau régime en cours d'installation. Aux législatives de février 1871, il est élu en Guyane et en Martinique. Il choisit de représenter cette île avec Pierre-Marie Pori-Papy à l'Assemblée constituante. Leurs adversaires voient dans cette victoire de Schulcher et de Pori-Papy une sorte de revanche, 22 ans après leur défaite de juin 1849 où ils furent battus par Bicêtre, le mulâtre et Pécoul, le Béquet. Ils siègent à la Montagne, à l'extrême gauche de l'Assemblée. Le 16 décembre 1875, Victor Schulcher devient sénateur inamovible. Libre penseur, franc-maçon, il continue de participer aux affaires antillaises de près ou de loin jusqu'à sa mort survenue en 1893. Il intervint sur tous les thèmes, par des articles publiés dans les journaux des colonies ou de la métropole, des lettres ouvertes, des discours, des interpellations au gouvernement, etc. Ces interventions sont regroupées dans son ouvrage en 2 tomes, Polémique coloniale, qui retrace l'histoire des 15 premières années de la Troisième République aux Antilles et à La Réunion. On peut dire de son programme de cette fin de carrière, qu'il s'est manifestement concrétisé dans les débats autour des grandes questions suivantes. Le préjugé de race dans les vieilles colonies et ses conséquences politiques et sociales, l'immigration hindoue dans les vieilles colonies, la traite des Noirs en Afrique, les progrès de la Troisième République et les vestiges de l'esclavage. Les autres problèmes abordés n'ont qu'un intérêt secondaire ou épisodique. C'est à la politique coloniale, l'antillaise principalement, que Schulcher va consacrer le meilleur de son temps. Un attrait singulier et comme irrésistible, fait surtout de complaisantes sollicitudes pour les anciennes amours, empreint de l'intérêt primordial que vieillard, on accorde aux événements et aux hommes qui se situent dans un pays que jeunes, on a beaucoup connu ou aimé, le font revenir sans cesse vers ses vieilles colonies. Après la nomination de Victor Schulcher à l'inamovibilité, M. Desmazes, fonctionnaire de la Marine, le remplace comme sénateur de la Martinique. Marc-François Gaudissart, 1825 à 1882, notaire, s'inscrit dans la suite de Pori-Papy, à qui il succède, d'abord à la présidence du Conseil général de la Martinique, 1871, puis à l'Assemblée nationale, 1874, après la mort de Pori-Papy. Desmazes comme Gaudissart, tous deux européens, apparaissent comme des hommes politiques de transition en attendant l'arrivée de la jeune garde des hommes politiques de couleur que constituent les Marius Hurard ou autres Osman Duquesnay, Victor Sévère, Persin, Pongtsong, Ernest Desproges, etc., qui à partir de 1880 défient bruyamment les conservateurs et l'administration coloniale. La lutte pour le pouvoir, en Martinique, s'est déroulée surtout dans les joutes électorales et la presse dont les organes les plus représentatifs ont pour titre Les Antilles et la défense coloniale pour l'aristocratie, les colonies, journal créé par Marius Hurard à partir de 1878 pour les républicains. Mais elle n'exclura pas la confrontation physique, par exemple dans l'affaire Lota. Lota, chirurgien de marine corse, installé à la Martinique, témoin et acteur des événements politiques de l'île, de 1871 à 1881, s'est rangé du côté des conservateurs. En 1881, à Saint-Pierre, au paroxysme de la tension entre conservateurs et radicaux, Lota agresse physiquement Marius Hurard, chef des radicaux. L'affaire fut jugée devant les tribunaux et Lota quitta l'île. Cet affrontement entre les deux clans se termine par la victoire des hommes de couleur républicains qui contrôlent désormais toutes les institutions politiques dans l'île, y compris et surtout le Conseil général. Mais cette victoire des républicains est-elle celle de la démocratie, c'est-à-dire celle de la masse des nouveaux libres ? Par idéalisme républicain,
Opportunisme ou clairvoyance politique, manque d'audace ou choix conscient du terrain de lutte, la nouvelle représentation politique fait de l'assimilation de la colonie à la métropole son credo. Le 24 novembre 1874, le Conseil général de la Martinique émet le vœu demandant de soumettre la Martinique aux mêmes lois constitutionnelles que la France. Les hommes politiques de couleur de tous bords s'entendent pour réclamer les mêmes droits et devoirs pour tous les citoyens de part et d'autre de l'Atlantique. Les différences portent seulement sur le point de savoir si cette assimilation doit être totale ou assortie de réserves, tendant à préserver l'autonomie financière de la colonie. Pour Victor Sablé, c'est là la marque d'une génération. Tous les hommes politiques qui ont abordé ce problème sous la Troisième République ont été dominés par le souci de la spécificité des structures économiques et sociales des Antilles. Tous étaient également attachés à la doctrine traditionnelle de l'assimilation. Comme ils avaient vécu les tumultes des premières années du régime républicain, ils avaient de la patrie vaincue de 1870 et de la patrie victorieuse de 1918 un amour passionné. L'assimilation administrative est considérée ici comme un moyen de supprimer à la longue les préjugés de couleur, un instrument de rapprochement entre tous les éléments de la population. Mais la bourgeoisie mulâtre proche de la bourgeoisie française par la couleur de la peau, la fortune, l'instruction et la culture, n'envisage-t-elle pas en fait l'assimilation comme un moyen d'élargir et de consolider les privilèges de classe dont elle jouit depuis peu ? Elle marquerait ainsi sa défiance à l'égard du prolétariat nègre et son rapprochement idéologique de l'aristocratie béquée. Ce qui ne serait pas sans conséquence sur la vision des problèmes en général, ceux concernant l'école en particulier. 3 temps forts concernèrent l'instruction publique au cours de cette bataille politique. 1871 la gratuité de l'enseignement, 1872 la suppression de l'impôt personnel et le financement public de l'enseignement primaire puis 1881 la laïcisation de l'enseignement public. Cette dernière entreprise est focalisée sur la construction d'un collège colonial laïque pour les garçons. Dans chacune des 2 colonies, l'instruction publique est placée sous la double responsabilité de l'évêque et du directeur de l'intérieur. Cette organisation remonte à la création des évêchés de Guadeloupe et de Martinique, en 1850. Un décret du 3 février 1851 donne pouvoir à l'évêque d'ouvrir de sa propre autorité tout établissement scolaire dans la colonie. L'action des congrégations religieuses, déjà à l'œuvre dans l'enseignement aux Antilles, trouvait ainsi un cadre cohérent. Il s'agit de la congrégation des frères de Plohermel pour les garçons et les sœurs de Saint-Joseph de Siuny pour les écoles de filles. Selon le père Jean Reynard, les 2 premières écoles des frères de l'Institut de Plohermel ont été ouvertes à Saint-Pierre et à Fort-de-France, dès 1839, quand ces religieux furent appelés par la colonie pour y stabiliser les écoles, jusque-là tenues par des particuliers. Le directeur de l'Intérieur tient ses pouvoirs de l'ordonnance du 9 février 1827 qui lui confie la surveillance des établissements d'instruction publique, les examens à faire subir aux chefs d'institution, professeurs et maîtres d'école qui se destinent à l'enseignement. Par ailleurs, il est ordonnateur des dépenses concernant le service d'instruction publique, dont il assure la liquidation, au même titre que les dépenses qui sont imputables au budget local, budget de la colonie. À l'arrivée des républicains au pouvoir, l'enseignement est organisé, en Martinique, par l'arrêté local du 1er juillet 1868, qui applique à la colonie les dispositions de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire. Celles-ci permettent l'affectation de tout ou partie de la rétribution scolaire à la rémunération des instituteurs et institutrices communaux, art. 6, 9 et 10. Les enfants sont reçus dans les écoles entretenues ou subventionnées par le gouvernement, à condition d'avoir fait l'objet d'une inscription auprès du maire et de l'acquittement des droits d'inscription. Cette taxe est graduée de la manière suivante, selon l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1865, modifiant l'article 3 de l'arrêté du 21 novembre 1853, BOM 1865, page 667. Pour les enfants de moins de 13 ans 1 franc par mois, pour les enfants de 13 à 14 ans 3 francs par mois, pour les enfants de 14 ans et au-dessus 10 francs par mois. Cette situation d'Ancien Régime est naturellement l'objet d'attaques politiques de la part des républicains.
L'une de leurs premières cibles est la gratuité de l'enseignement primaire public. Les 2 arrêtés portant fixation de la taxe scolaire pour l'admission dans les écoles publiques tenues par les frères de l'Institut de Ploërmel et des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont abrogés par un arrêté du gouverneur de la Martinique, pris le 20 mars 1871, en application d'une délibération du Conseil général émise le 24 février de la même année. L'instruction primaire publique sera donnée gratuitement dans la colonie, à partir du 1er avril 1871. C'est incontestablement un acte politique fort ayant valeur de victoire pour les républicains, nouveaux maîtres du Conseil général. C'est surtout, parmi les premières réalisations, la plus marquante de leur programme politique. Ils affichent de manière claire leur volonté d'aller vers la démocratie en commençant par l'établissement de l'égalité d'accès à l'instruction, pense-t-il, pour tous les enfants de la colonie. Leurs adversaires ne s'y trompent pas, d'autant moins que la gratuité de l'instruction publique primaire sans élargissement de la base d'imposition crée des charges pour la colonie qui dépassent les limites habituelles du budget. Les républicains sont accusés de précipitation, d'imitation irréfléchie de la métropole, d'être adeptes de l'école sentimentale. C'est encore Souquet Baziège, porte-parole de l'idéologie Becquet à la fin du XIXe siècle, qui écrit « Le Conseil général de 1871, sans donner dans les écarts reprochés avec raison aux assemblées plus récemment élues, n'en a pas moins ouvert le premier par ses votes ou par ses vœux, la voie aux innovations imprudentes ou hasardées, toujours facile de colorer de l'épithète alléchant de progrès, et par cela même accepté avec une désespérante crédulité par un public ignorant ou prévenu. Sans sortir des généralités, la gratuité de l'instruction primaire, la fondation d'un lycée, la laïcisation des écoles, l'application du service militaire aux colonies, le jury, l'assimilation à la métropole, toutes les questions ont été abordées et tranchées avec cette précipitation irréfléchie où se reconnaît le caractère présomptueux de notre démocratie. Les conservateurs font du maintien de l'impôt personnel le corollaire naturel de la décision de rendre gratuite l'instruction publique primaire pour les familles. L'impôt personnel, depuis son organisation par l'amiral de Guédon en 1854, est la seule forme d'impôt concernant toute la population. Son montant est de 8 à 10 francs par an, réduit à 5 francs. Il est payable par tous, sous peine de contrainte par corps. Les conservateurs, favorables à l'impôt personnel, rappellent volontiers les principes sur lesquels il est fondé. 1 degré, que dans la société chacun doit contribuer aux charges en fonction de ses revenus. 2 degrés, qu'aux Antilles on ne pouvait vouloir que la grande masse de la population eût tous les avantages d'une civilisation avancée, instruction, hospice, viabilité perfectionnée, sans prendre sa part des dépenses nécessitées par de tels avantages. 3 degrés enfin que les anciens esclaves comme les libres de naissance peu enclins au travail, les uns par indolence, les autres par éloignement de ce qui leur rappelait de plus près une longue servitude, avaient besoin d'un stimulant que N', offre pas le climat colonial ou les exigences restreintes de la vie aux Antilles. La commission financière du Conseil général, au sein de laquelle cette question est mise en débat, reconnaît le caractère éminemment juste et moral de cet impôt, alors même que la commission est dominée par les républicains. L'impôt personnel dans son principe a encore plus d'importance morale que fiscale. C'est qu'en s'adressant directement au contribuable, même le plus humble, il lui rappelle forcément tout un ordre de choses destiné à le rehausser à ses propres yeux, en l'élevant au niveau de tous ceux qui l'entourent. Il lui rappelle en effet qu'il fait partie d'une communauté où il a droit d'occuper sa place au même litre qu'un autre, puisqu'il contribue à son existence et à sa pureté. En dépit de cet avis favorable, le consensus ne se fait pas à cause de la nature de la contrainte légale à imposer aux contrevenants. Fidèles au principe d'assimilation totale, les républicains refusent toute solution différente de celle appliquée en France, c'est-à-dire la saisie de biens mobiliers, impossible à réaliser ici. Finalement, pour ce motif, l'Assemblée vote la suppression pure et simple de l'impôt personnel, le 9 novembre 1872, sans que des réponses ne soient données aux questionnements portant sur la manière d'intégrer les anciens esclaves dans la nouvelle société tout en préservant leur dignité civique. L'engagement selon lequel le titre de citoyen est tout à fait distinct du paiement d'un impôt. On est citoyen alors même qu'on ne paie aucune contribution à l'État, n'est pas accompagné d'une procédure claire de mise en œuvre.
Reste aussi sans réponse cette remarque acerbe de Jesuke Baziège. Et le pays a offert ce singulier spectacle d'une population maîtresse de l'administration par le suffrage universel, exerçant dès lors la première des prérogatives politiques, et traitée cependant comme une épave sociale par ses élus, affranchie de tout impôt, admise au droit de faire élever ses enfants à l'aide de l'argent des autres, cette population représente cependant la grande majorité électorale. Explique qui pourra cet assemblage incohérent de prérogatives politiques et de déchéances. Après cette double défaite, les conservateurs ont encore la satisfaction de constater que les enseignements sont toujours délivrés par les congréganistes. En effet, jusqu'en 1878, chacun des budgets annuels de la colonie prévoit le financement de postes d'enseignants permettant l'ouverture de classes, qui pour les garçons sont placés sous la direction des frères de l'Institut de Ploërmel et pour les filles, sous la direction des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. C'est ainsi qu'on trouve, dans les bulletins officiels de la Martinique. En 1870, classe nouvelle de garçons. 1 à Sainte-Philomène, Saint-Pierre, 1 à Morne-Rouge, Saint-Pierre, 1 au bourg de Sainte-Anne et une classe nouvelle de filles à Rivière-Pilote. En 1871, classe nouvelle de garçons. 2 au Macouba, 2 à Saint-Pierre-Centre, 1 à Font-Saint-Denis-Saint-Pierre, 2 à Rivière-Salée-Grand-Bourg, 2 à Sainte-Luce, 1 au Marigot, Lorrain, 1 à Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe. Classe nouvelle de filles, 2 à Saint-Pierre-Sainte-Philomène, 1 à Saint-Pierre-Centre, 1 au Diamant, 1 à Rivière-Salée-Grand-Bourg, 2 aux Anses d'Arlay, 2 à Ducos, 2 à Casse-Pilote, 2 à Rivière-Blanche, Lamentin. En 1872, classe nouvelle de garçons. 1 au hameau de Cazenavire, Fort-de-France, 1 à Grand-Rivière. Classe nouvelle de filles, 2 à Font-Saint-Denis-Saint-Pierre, 2 à Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, 2 au Marigot, Lorrain, 2 à Sainte-Luce, 2 au Trois-Îlets. En 1873, classe nouvelle de filles, 2 au Macouba. En 1874, classe nouvelle de filles, 2 au hameau de Grand-Rivière, Macouba. En 1878, classe nouvelle de garçons, 1 au hameau du Morne-Vert, Carbet. Classe nouvelle de filles, 2 au Morne-Vert, Carbet. Le tableau de suivant recense ces écoles nouvelles en même temps que celles qui existaient déjà, d'après les indications fournies, respectivement par Girénard et Philippe Delisle. Poursuivant leur objectif de gratuité et de laïcisation de l'enseignement, les républicains au Conseil général entreprennent très tôt une politique d'encouragement des écoles laïques privées en accordant des subventions à leurs responsables, à commencer par celles qui accueillent la petite enfance. Ainsi, sont promues les salles d'asile, jusqu'ici réglementées par l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1868 sur le régime de l'enseignement primaire dans la colonie. À cet effet, le directeur de l'Intérieur prend l'arrêté des 9, 10 et 20 juin 1872 qui assouplit les conditions à remplir pour créer et faire fonctionner une salle d'asile. Les directrices des salles d'asile peuvent n'être que médiocrement lettrées, mais il faut qu'elles soient dignes par leur tenue, par leurs habitudes, par leur moralité de donner les premiers principes aux jeunes enfants qui leur sont confiés. Elles n'ont plus l'obligation de subir un examen devant une commission instituée, pour obtenir le certificat d'aptitude délivré par le gouverneur, mais elles doivent fournir un certificat délivré par le maire de la commune constatant surtout leur bonne moralité. Tableau 2. Date d'ouverture des écoles publiques congréganistes, arrêtée à l'année 1874. La fonction reste réservée aux femmes, âgées de plus de 24 ans. L'admission des enfants se fait jusqu'à 6 ans, dans les salles d'asile pour les deux sexes, mais est étendue jusqu'à 8 ans, dans des salles d'asile spéciales à chaque sexe. Les locaux doivent être conformes aux normes d'hygiène et de salubrité. La surveillance est assurée par le maire, ou les délégués des comités cantonaux. Dans le but de faciliter le contrôle de ces écoles par l'administration, la circulaire ordonne leur recensement dès qu'il sera possible par le maire, tout en fixant un délai de 2 mois pour leur mise en conformité. Le Conseil général vote chaque année une subvention aux communes, destinée à rémunérer les directrices des salles d'asile déclarées. La fréquentation de ces écoles est censée être gratuite pour les parents. Le Conseil général crée en 1872 les premiers cours d'adultes. Ouverts dans chacune des écoles gratuites de Fort-de-France et de Saint-Pierre, Mouillage et Fort. Ils sont placés, chacun, sous la responsabilité d'un frère de l'Institut des frères de Ploërmel. Les cours ont lieu chaque jour excepté les dimanches et jours fériés de 6 à 8h30 du soir. Ils sont gratuits. Les frais de luminaire,
ainsi que les dépenses d'installation et d'accessoires sont à la charge des communes intéressées. L'enseignement secondaire public est donné dans les établissements congréganistes ouverts sous le contrôle de l'État. Il s'agit pour les garçons, du séminaire-collège à Saint-Pierre, créé à partir de 1852 sous l'impulsion du premier évêque de la Martinique, Monseigneur Le Herper, arrivé dans la colonie en 1851. Pour les filles, le pensionnat de Saint-Joseph de Cluny existe à Saint-Pierre depuis l'opération de relèvement de la Maison royale d'éducation des jeunes filles, en 1823, par les dames de Saint-Joseph de Cluny. Une succursale du séminaire-collège et une autre du pensionnat fonctionnent à Fort-de-France. Le Conseil général subventionne ces établissements et y entretient des boursiers. Mais l'encadrement des élèves, la pédagogie mise en œuvre, de même que les contenus de l'enseignement dispensé échappent aux élus et à l'administration. Les tentatives des élus pour modifier cet état des choses sont de portée limitée, puisqu'elles n'atteignent que les situations dans lesquelles le Conseil général intervient financièrement. C'est le cas au niveau des bourses, où ils imposent un mode d'attribution unique pour toutes les institutions recevant des jeunes filles boursières, qu'elles soient congréganistes ou laïques. Art. La commission spéciale chargée de procéder à l'examen et au classement des candidats aux bourses entretenues par la colonie dans les établissements d'instruction secondaire de la colonie est composée comme suit. Un conseiller de la Cour d'appel, élu annuellement par la Cour, président. 3 membres du Conseil général, élus annuellement par le Conseil général, un ecclésiastique désigné par l'évêque, le chef du bureau de la direction de l'intérieur chargé de l'instruction publique. La même commission procédera au classement des demandes de bourse présentées par les familles, tant pour les divers pensionnats dirigés par les dames de Saint-Joseph de Cluny que pour les institutions laïques subventionnées par le budget. Art. 2. À l'avenir, 3 bourses seront réservées au séminaire-collège, à un nombre égal d'élèves des écoles de frères de Ploërmel. À cet effet, 10 enfants, âgés de 10 ans au moins et 15 ans au plus, choisis parmi ceux qui auront donné le plus de preuves d'intelligence et d'aptitude seront désignés par le supérieur principal des frères à l'administration, qui les admettra à concourir entre eux. Ils seront examinés sur les matières suivantes: grammaire française, éléments d'arithmétique, système légal des poids et mesures, géographie, histoire sainte, les 4 premiers âges, histoire de France, notions générales. Il sera fourni à l'appui un certificat de l'autorité municipale, constatant l'impossibilité pour les parents de pourvoir aux frais d'éducation de leurs enfants. Art 3. Les autres bourses seront concédées conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 1867. Il subventionne une école secondaire laïque privée placée sous la direction de M. Bardury, Louis Cliéry, bachelier ès-lettres, dont l'ouverture est autorisée le 22 février 1873 au bourg de Trinité. En résumé, après la décision instituant la gratuité et avant celle instituant la laïcisation, l'organisation de l'instruction en Martinique se présente ainsi qu'il suit, d'après les statistiques prélevées dans les bulletins officiels de la colonie. Des écoles primaires publiques congréganistes, gratuites, tenues par les frères de Ploërmel garçons, ou par des sœuresses de Saint-Joseph de Cluny filles. Des écoles primaires libres laïques, tenues par des particuliers, pour des garçons ou pour des filles, payantes mais subventionnées par la colonie. Des salles d'asile pour garçons, pour filles ou mixtes, tenues par des particuliers, subventionnées par la colonie dans certains cas. Des établissements d'enseignement secondaire congréganistes, subventionnés par la colonie qui y entretient des bourses. Le séminaire-collège de la Martinique comprend 16 professeurs. Il délivre un enseignement dont le programme correspond en tout point à celui qui est en vigueur en France dans l'enseignement secondaire public. Des cours spéciaux, dont la durée est de 3 années, sont offerts, en dehors de l'enseignement classique, aux élèves qui se destinent aux professions industrielles et commerciales, pour lesquelles l'étude des langues anciennes n'est pas requise. La colonie entretient 12 bourses au séminaire-collège. Les boursiers doivent être âgés de 9 à 17 ans. Ils restent en jouissance de leur bourse jusqu'à 18 ans accomplis. Une prolongation d'études de 2 années au plus peut leur être accordée. L'institution Sainte-Marie, succursale du séminaire-collège à Fort-de-France, fonctionne avec 6 professeurs. La maison d'éducation des jeunes demoiselles est située à Saint-Pierre dans l'enclos des Dames dominicaines, dirigée par les dames religieuses de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny sous la protection et l'autorité du gouvernement.
15 dames religieuses sont attachées à l'institution. La colonie entretient des bourses dans ce pensionnat. Ces bourses sont accordées pour 5 années consécutives aux enfants âgés de 9 à 13 ans, avec prolongation facultative de 2 années au plus. Une succursale du pensionnat a été instituée toujours à Saint-Pierre, par un arrêté du 23 janvier 1845. La colonie y entretient 45 boursières. Elles doivent être âgées de 9 ans au moins et de 13 ans au plus, et ne peuvent être admises qu'en raison de l'indigence et de l'insuffisance de fortune de leurs parents attestés par le conseil municipal du lieu de leur domicile. Le maximum de séjour dans l'établissement est fixé à 5 ans. La maison d'éducation des jeunes demoiselles, succursale de la maison de Saint-Pierre à Fort-de-France. 6 dames religieuses sont attachées à cet établissement. La colonie y entretient 10 bourses d'externes. Elles sont accordées dans les mêmes conditions que dans la maison de Saint-Pierre. L'enseignement professionnel est représenté par l'École d'Arts et Métiers de Fort-de-France, entretenue par la colonie. Cette école, créée par un arrêté du 6 décembre 1852, dans le but de former des chefs d'atelier et de bons ouvriers, est placée sous l'autorité du directeur d'artillerie, dans l'une des dépendances de la caserne de cette arme à Fort-de-France. Ne sont admis dans l'établissement que des candidats âgés de 13 ans au moins et de 16 ans au plus, et utilement classés par le jury d'examen, à la suite du concours qui a lieu annuellement dans le mois de décembre. L'effectif réglementaire de l'école est de 24 élèves tout boursiers. Des concessions de bourses dans des établissements de métropole et de la colonie, dont 5 bourses dans les écoles d'arts et métiers de la métropole permettent la poursuite d'études supérieures. Le tableau 3 qui suit indique les implantations et les effectifs des écoles publiques congréganistes, des écoles libres laïques et des salles d'asile, en 1877 à 1878. Quant à l'organisation des bourses entretenues par la colonie en 1879 à 1880, elle est fournie le 26 juin 1880 par le gouverneur, avec la mention de l'appartenance raciale des bénéficiaires. Ce document s'inscrit dans le cadre d'une polémique avec Victor Schulcher, Infra, page 42. On observe que sur les 1 attributaire des concessions de bourses entretenues par la colonie dans les établissements de la métropole, il n'y a pas de filles, 7 sont d'origine blanche et 3 sont à l'école des arts et métiers. En dépit des changements introduits par les républicains dans le sens de la gratuité, l'instruction publique reste fermement sous le contrôle des congréganistes et de l'administration coloniale, comme en atteste l'organisation des instances liées à son fonctionnement. Le Conseil de surveillance de l'instruction publique, institué par l'arrêté du 1er juillet 1868, présidé par le directeur de l'Intérieur, comprend 2 conseillers généraux, 2 congréganistes et 4 chefs de service de l'administration. Ce conseil de surveillance désigne de 2 à 4 membres délégués aux comités cantonaux de l'enseignement. Ces derniers sont présidés par le maire de la commune chef-lieu du canton. Y siège le juge de paix et le curé doyen du canton. Toujours en vertu de l'arrêté du 1er juillet 1868, les congréganistes sont représentés à la commission chargée d'examiner les aspirants au baccalauréat S-lettres et S-sciences et de délivrer les certificats d'aptitude, à la commission chargée d'examiner les aspirants au brevet de capacité pour l'enseignement primaire, ainsi qu'à la commission instituée par L'. Arrêté du 10 janvier 1872, Supra, page 27, appelé à examiner les titres des candidats aux bourses entretenues par la colonie dans les divers établissements d'instruction publique. Ce système, encore fortement ancré à l'Ancien Régime, était loin de donner satisfaction aux républicains dont beaucoup appelaient de tous leurs vœux une réforme complète de l'enseignement donné aux colonies. Leurs critiques portent sur les résultats scolaires, jugés trop modestes par rapport aux efforts financiers consentis par la colonie et sur les méthodes pédagogiques des frères. Ils rêvent de méthodes plus en harmonie avec les progrès du siècle, et le renvoi de ceux qui sont dirigés par des principes en opposition avec toutes les idées les plus chères de la nation affranchie par la Grande Révolution de 1789. Dès 1871, les conseillers généraux engagent donc les débats sur la laïcité, notamment à travers leur projet de construction d'un collège colonial laïque de garçons. Une provision budgétaire annuelle est constituée à cette fin. Les délibérations du Conseil général en date du 8 décembre 1871,
du 19 novembre 1878, du 6 mai 1879, du 31 janvier, du 26 février, du 16 mars et du 12 novembre 1880 relative à la création d'un collège colonial au profit de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire spécial. Les dépêches ministérielles en date des 5 juillet, 4 septembre, 5 et 30 octobre, puis 5 novembre 1880, sont autant de jalons qui rythment une longue confrontation avec leurs adversaires. Tableau 3. Localisation des écoles primaires publiques congréganistes, libres laïques et des salles d'asile. Tableau 4. Organisation des bourses en Martinique en 1879 à 1880. Les conservateurs défendent au contraire l'idée de continuer l'œuvre de Monseigneur Le Herpeur et de ses successeurs, et mettent en avant les valeurs de la famille et de la religion pour dépasser les divisions actuelles et atteindre la fusion morale et sociale des deux races si profondément divisées. Pour obtenir ce résultat, ils veulent accueillir dans un seul et même établissement les enfants de toute race pour un enseignement commun. À leurs yeux, cet établissement ne peut être que le séminaire-collège qui a le mérite d'exister et d'avoir déjà fait ses preuves. N'a-t-il pas été le lieu de formation de la plupart des dirigeants actuels, dont l'ingratitude est soulignée à souhait? C'est dire qu'ils s'opposent avec la dernière énergie au projet de construction du collège colonial laïque de garçons, défendu avec constance par les républicains, collège qu'ils accusent de faire double emploi. Cette question est abordée avec passion. Par exemple, l'un des reproches majeurs adressés aux congréganistes par les républicains est l'énorme influence dont jouirait l'Église sur la société tout entière, à laquelle elle imposerait l'ordre moral. On mesure l'intensité du ressentiment de Marius Hurard, et aussi à quel point ses positions sont inconciliables avec celles de ses adversaires quand il martèle. Non, vous ne savez pas qu'ils ont des écoles dont l'entrée est interdite aux enfants des nègres et des mulâtres, qu'ils élèvent leurs enfants dans la haine d'une race au milieu de laquelle ils sont pourtant eux et leur prospérité appelés à vivre, que les outrages subis par nous sont de tous les instants et que jamais ne se sont manifestés parmi les nôtres les sentiments funestes nourris contre nous. Certes, il parle d'un aspect du règlement de l'enseignement catholique qui permet aux responsables d'établissement de refuser l'accueil de certains élèves sur des critères de moralité de leurs parents, enfants illégitimes ou parents prétendument de mauvaises mœurs parce que non mariés, etc. Mais il évoque en même temps et surtout son expérience personnelle d'enfant naturel d'un ouvrier enrichi par le négoce qui, si on en croit Souquet-Baziège, aurait été admis au séminaire-collège en dépit de la contre-indication qui le frappait, par entre-gens avant de poursuivre ses études en France. L'exaspération du conflit entre les deux camps est déjà à son comble, lorsqu'une dépêche du ministre des colonies datée du 20 mars 1880 arrive dans la colonie. Le ministre, l'amiral Jauregui Berry, demande une accélération du processus de laïcisation de l'enseignement primaire. L'enseignement primaire est actuellement donné dans la plupart de nos colonies par des maîtres congréganistes, concurremment avec quelques instituteurs laïcs. Sans vouloir méconnaître le mérite de l'éducation donnée dans les écoles des frères, il est incontestable qu'aujourd'hui, les écoles laïques sont devenues indispensables, comme répondant à des besoins spéciaux auxquels les congrégations ne peuvent satisfaire. C'est surtout en matière d'instruction de la jeunesse que tous les intérêts sociaux ont droit à une égale protection. Et à ce point de vue, le développement de l'instruction laïque est la conséquence nécessaire des principes libéraux dont s'inspire le gouvernement de la République. Il réclame de l'administration une attention plus soutenue sur cette question. Il est vrai que l'administration semble de parti pris et constituer un obstacle majeur à l'évolution souhaitée par les républicains de part et d'autre de l'Atlantique. Pressant, le ministre donne une esquisse de programme pour l'amélioration graduelle de l'enseignement qui devrait débuter par la formation adaptée des maîtres. Les administrations coloniales ont donc le devoir de se préoccuper d'établir des écoles laïques et d'en favoriser le développement. En même temps, il importe de nous attacher à tout ce qui peut contribuer à l'amélioration graduelle de l'enseignement dans ces écoles, et pour atteindre ce résultat, le premier soin à prendre serait de former des maîtres instruits possédant d'excellentes méthodes pédagogiques et d'assurer le recrutement. Le ministre promet son aide pour la mise en œuvre de ce projet, sous la forme de mise à disposition d'enseignants métropolitains formés. Je ne puis qu'appeler votre attention,
et celle du Conseil général de la colonie sur l'utilité que pourrait avoir une création semblable à la Martinique, et sur les conditions dans lesquelles il serait possible de la réaliser. Quant à moi, je serai, je l'espère, en mesure de mettre à votre disposition dès que vous en feriez la demande, le personnel enseignant dont vous pourriez avoir besoin pour la période d'organisation. Les conservateurs, à l'instar de Souquet-Baziège, voient dans les propos du ministre une trahison de la métropole à l'encontre de leur thèse et constatent avec dépit et amertume l'identité de vue entre les dirigeants de part et d'autre de l'océan Atlantique. Mais, en dépit de leurs critiques acerbes, ils n'essayèrent pas de s'opposer à la métropole. Par contre, les républicains apprécient avec jubilation la perche tendue et cherchent la réponse la mieux adaptée pour le développement de leurs idées. Le débat à l'Assemblée sur cette question conclut à une stratégie qui outrepasse la demande ministérielle, mais qui exprime clairement la volonté des élus d'aller rapidement à la laïcisation. Les conseillers généraux ne choisissent pas d'organiser, avec le concours du ministère, une école normale pour préparer le personnel laïque recruté localement, puisque dans leur délibération du 23 juillet 1880, ils proposent aux communes de prendre en charge, sur le budget de la colonie, la rémunération du personnel laïque que celle-ci viendrait à recruter. D'ores et déjà, et avant l'établissement de l'instruction laïque, établissement qui ne pouvait d'ailleurs tarder, les communes qui demanderaient à remplacer leurs instituteurs ou institutrices congréganistes par des instituteurs ou institutrices laïques jouiraient des mêmes allocations que celles qui leur étaient faites actuellement pour l'entretien et le paiement de ces premiers. Cette position politique ne contredit donc pas les arrêtés du 1er juillet 1868 et du 20 mars 1871, qui permettent aux communes de recruter les enseignants qu'elles emploient, et à la colonie de rémunérer ces mêmes enseignants. Les congréganistes seraient donc remplacés graduellement, au fur et à mesure de la demande des maires et de la disponibilité de maîtres laïcs formés. Cela supposait aussi la coexistence pendant un certain temps d'instituteurs et d'institutrices laïques et congréganistes dans les écoles primaires publiques de la colonie. Certains conseillers généraux voient là l'occasion d'essais comparatifs entre l'enseignement laïque et celui donné par les frères. La seule école publique qui présente cette configuration en Martinique est celle du hameau de Cazenavire, Fort-de-France, où une classe est confiée à une institutrice laïque depuis le 10 février 1879. La perspective de la généralisation de ce cas est très mal accueillie par les frères de l'Institut de Ploërmel, alors même qu'elle devient la règle pour la Guadeloupe, où cette coexistence se prolongera jusqu'en 1889 pour les écoles de garçons, et après 1891 pour les écoles de filles, comme le montre la répartition du personnel enseignant primaire dans cette colonie, tableaux 5 et 6. Le budget local de la Guadeloupe pour l'année 1889 porte en prévision les recettes pour payer 63 frères de l'Institut de Ploërmel et le supérieur principal de cette congrégation, pendant 10 mois 20 jours. La laïcisation du personnel masculin de l'enseignement primaire public est ainsi réalisée, dans cette colonie, à la rentrée scolaire de l'année 1889 à 1890. Tout autre est la situation en Martinique, où les tensions extrêmes entre les deux camps précipitent les événements. La proposition du Conseil général adressée aux municipalités apparaît comme un test politique sur la popularité des frères. Les conservateurs espèrent une réponse commune et négative des municipalités. Leur espoir est fondé sur le fait que les maires, nommés jusqu'ici par le gouverneur, parmi les conseillers municipaux désignés par le scrutin, restent imprégnés des pratiques de l'Ancien Régime. De plus, la plupart de ces responsables ont été formés par les congréganistes. Leur attente est déçue, puisque la commune de Rivière-Pilote accepte d'initier le mouvement de remplacement des frères par des instituteurs laïques, immédiatement. Il s'ensuit une réaction très vive de la part du supérieur de la congrégation des frères de Ploërmel, M. Greffier, en religion, frère Arthur. Il adresse une lettre publique datée du 7 octobre 1880 au gouverneur dans laquelle il s'exprime en son nom et au nom de ses frères. Infra, page 36. Il commence par rappeler les origines de la collaboration de sa congrégation avec la colonie et les résultats obtenus à la satisfaction générale. Il poursuit en rejetant sur les seuls élus, représentant le pays légal, la responsabilité de la décision de renvoi qui les frappe.
Il prend acte de ce renvoi dont il juge les conditions actuelles humiliantes et inacceptables pour sa congrégation. Il conclut sa lettre pleine d'émotion, en annonçant la démission collective des frères avec effet au 1er janvier 1881, c'est-à-dire dans moins de 3 mois. Fort-de-France, le 7 octobre 1880. Monsieur le gouverneur. Depuis 43 ans, les frères de Ploërmel, venus à la Martinique sur la demande du ministre de la Marine et des Colonies et du gouvernement local, se vouent à l'instruction et à l'éducation des enfants du peuple. Chargés de toutes les écoles primaires communales, nous n'avons jamais manqué à notre mission, et aux époques où sévissaient les fléaux les plus désastreux, de nouveaux frères sont venus sans délai occuper courageusement la place laissée par ceux qui avaient succombé au champ d'honneur et du devoir. Les divers gouvernements qui se sont succédés en France, monarchie, empire, république, et aussi monsieur le gouverneur, chacun de vos prédécesseurs à la Martinique, m'ont adressé pour mes frères des éloges dont le souvenir est un titre de gloire pour notre congrégation. Subitement et sans qu'il y ait eu de notre part aucune modification à notre conduite précédente envers la jeunesse, le Conseil général de la colonie, réuni au mois de juillet dernier en session extraordinaire, a exprimé, par un vote unanime, le désir et la volonté formelle de nous voir disparaître au plus tôt de toutes les écoles primaires communales, sans aucune exception. Non content de ce vote, si humiliant pour nous, il a invité et encouragé tous ceux des conseils municipaux qui auraient un personnel laïque à leur disposition à prononcer immédiatement notre renvoi. Or voici que ces jours derniers, le conseil municipal de la Rivière-Pilote, l'une des principales communes de la Martinique, vient de décider, conformément à ce vœu du conseil général, que l'école communale serait enlevée à notre direction à la fin de cette année. D'autres conseils municipaux, oublieux de tout ce que nous avons fait pour le pays, prendront la même décision à des échéances plus ou moins rapprochées, et selon qu'ils trouveront ou non des instituteurs laïques, le mot d'ordre que l'on fait circuler sourdement partout, en l'enveloppant de spécieux prétextes pour donner le change à la population, les indignes injures à l'égard de l'enseignement congréganiste et de mes frères dont un journal local se fait l'organe, ne me permettent aucune illusion. Ce n'est pas tout le pays sans doute qui nous chasse. Mais je dois le reconnaître, c'est le pays légal, ce sont ceux qui ont le droit légal, en vertu de nos institutions, de parler et d'ordonner au nom du pays qui leur a donné ses suffrages aux élections générales ou communales. L'expulsion a été prononcée contre nous. Son exécution doit se faire par terme et à l'arbitraire de chaque conseil municipal. C'est la mort lente, la mort la plus douloureuse, à laquelle nous condamnent les représentants de la population de la Martinique. Cette situation humiliante et honteuse au dernier degré, pour ma congrégation, cette situation qui rend le bien impossible et qui est pleine de difficultés sans nombre et d'anxiété journalière, est inacceptable. Je ne me sens ni la force de m'y résigner personnellement, ni le courage de l'imposer à mes frères, et voici la résolution que j'ai prise après avoir consulté mon conseil et que j'ai l'honneur de vous communiquer. À la fin de cette année scolaire 1880, je remettrai entre vos mains la direction des écoles communales que le gouvernement nous avait confiées. Les conditions étant ce qu'elles sont de la part du Conseil général, les frères de Ploërmel n'accepteront pour l'année 1881 la direction d'aucune école primaire communale, soit en ville, soit à la campagne. Jamais je n'aurais pu imaginer, monsieur le gouverneur, que de telles amertumes m'étaient réservées pour mes vieux jours, de la part de ceux que j'ai tant aimés, ils le savent bien. Lorsqu'après avoir réuni mes frères, je traverserai une dernière fois les rues de la ville pour aller sur le navire qui m'emportera, moi et les miens, loin de la Martinique, j'aurai la mort dans le cœur. Mais j'emporterai avec moi la conscience du devoir accompli, et l'honneur intact de ma congrégation. Daignez agréer l'assurance du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être. Monsieur le gouverneur, votre très humble serviteur. Tableau 5. Détail de la répartition des personnels congréganistes et laïques, en Guadeloupe, en 1884 et 1889. Tableau 6. Évolution des effectifs de personnel congréganiste et laïque, en Guadeloupe de 1883 à 1891. Si elle devait survenir au 1er janvier 1881, comme annoncé, cette démission collective des frères créerait pour l'administration une situation d'autant plus difficile à gérer en pleine année scolaire,
que l'enseignement privé et congréganiste ont formé peu d'autochtones présentant les conditions requises pour entrer immédiatement en fonction. Pour remplacer les frères, il fallait trouver d'urgence au moins 110 instituteurs laïcs formés. On décide de faire appel aux jeunes enseignants métropolitains déjà formés, en s'appuyant sur l'offre faite par le ministre des Colonies, dans sa dépêche du 20 mars 1880. La demande de la colonie à la métropole, transmise par le gouverneur de la Martinique, porte sur 15 instituteurs à 3 000 francs, 42 à 2 400 francs, 43 à 1 800 francs, 10 à 1 200 francs par an. Le ministre des Colonies, l'amiral Clouet, successeur de l'amiral Jauregui-Berry, oppose une fin de non-recevoir à la demande du gouverneur et intime l'ordre aux congréganistes de rester en fonction jusqu'à nouvel ordre. Pas d'instituteur possible à 1 800 francs. Ministre de l'Instruction publique ne peut donner instituteur. Besoin de la métropole trop considérable. Frères Plohermel doivent continuer service jusqu'à ordre du département concerté avec supérieur général. Mais ce répit ne peut être que de courte durée, compte tenu de l'intensité de l'épreuve de force engagée. Il faut trouver des enseignants à tout prix. On procède alors par petites annonces publiées en métropole, à partir du 8 décembre 1880, sous le timbre du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et le visa du ministre des Colonies. Plusieurs emplois sont vacants à la Martinique. Un emploi de directeur de cours normal, auquel est attaché un traitement de 6 000,00 francs. Le titulaire sera choisi parmi les inspecteurs primaires, en exercice, ou les candidats à ces fonctions pourvus du certificat d'aptitude. Un emploi de directrice de cours normal, auquel est attaché un traitement de 6 000,00 francs. Le brevet supérieur et le certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles normales sont exigés. 2 emplois de directeur d'école. Traitement 4 000,00 francs. Le brevet complet est exigé. Quelques emplois d'instituteurs adjoints dont le traitement varie de 2 000,00 à 3 000,00 francs, suivant le grade. Les aspirants à ces diverses fonctions devront faire parvenir leurs demandes, par la voie hiérarchique, au ministre de l'Instruction publique. Direction de l'enseignement primaire, premier bureau. Les frères partirent collectivement à la rentrée scolaire de 1881, mais le nombre d'instituteurs métropolitains, 59, ayant répondu à la campagne de recrutement était insuffisant pour maintenir les écoles existantes en fonctionnement. On entreprit de former en hâte des enseignants locaux. À cette fin, des cours normaux primaires sont créés à Fort-de-France et à Saint-Pierre par un arrêté du gouverneur en date du 20 mars 1882. Ces cours sont gratuits et ont pour but de préparer des candidats des deux sexes aux examens du brevet de capacité pour l'enseignement primaire. Placés sous la direction des directeurs des écoles communales de ces deux villes, messieurs Fort pour Fort-de-France et Boutonnet pour Saint-Pierre, ces cours ont lieu tous les jours, le jeudi et le dimanche excepté, de 4h30 à 6h du soir, à Fort-de-France à l'école communale, à Saint-Pierre dans une salle de la mairie. L'emploi du temps est le suivant: lundi langue française, mardi arithmétique, mercredi histoire-géographie, vendredi arithmétique, samedi pédagogie. Les postulants doivent être âgés de 15 ans au moins et subir un examen comprenant 2 épreuves écrites, l'une d'orthographe, l'autre d'arithmétique. En orthographe, 10 fautes entraînent la nullité de l'épreuve, la ponctuation n'étant pas comptée. La question d'arithmétique consistera en une application pratique des 4 règles. À la première session, prévue le 13 avril 1882, à 8h du matin, dans chacune des deux villes, cet examen sera subi devant une commission composée du directeur de l'école communale et de 2 instituteurs pourvus du brevet supérieur. Les inscriptions se feront avant le 12 avril. Les demandes d'inscription sont adressées aux directeurs des écoles communales des deux villes, qui les achemineront à l'administration de l'intérieur après les avoir enregistrées. Elles seront accompagnées de l'acte de naissance du candidat et d'un engagement de se présenter aux prochains examens pour l'obtention du brevet de capacité de l'enseignement primaire et de se vouer à l'enseignement public. Les cours commenceront le 17 avril dans les deux villes. Toutes facilités sont données aux retardataires de bonne foi pour intégrer la formation. En fait, prirent part à cette formation, organisée à la hâte, tous ceux qui avaient un minimum d'instruction,
en particulier les apprentis de l'École des Arts et Métiers de Fort-de-France qui se destinaient jusque-là aux métiers du bois et du fer. La laïcisation du personnel masculin de l'enseignement primaire public est ainsi réalisée, en Martinique, dans une ambiance de relative confusion et de ressentiment. En effet, des manifestations en faveur du maintien des frères furent organisées à Saint-Pierre et Fort-de-France. Y prirent part le petit peuple comme des hauts fonctionnaires. Ceux-ci, notamment un juge de paix et un commissaire de police, furent rappelés à l'ordre par le ministre des colonies. Il n'entre pas dans ma pensée d'exercer une pression sur la conscience des fonctionnaires, mais je considère comme un devoir pour eux de ne prendre part à aucune manifestation quelconque, surtout en faisant état de la fonction qu'ils doivent à la confiance du gouvernement. La situation était moins houleuse, en ce qui concerne l'enseignement secondaire public. Le collège colonial de garçons de Saint-Pierre est finalement créé par un arrêté local du 6 décembre 1880. Il reçoit son personnel, 18 fonctionnaires, entièrement métropolitains, descendus du bateau le 11 mars pour son ouverture le 1er avril 1881. Tableau 7. Premier cadre du collège laïque de garçons de la Martinique. Il prend le nom de lycée de la Martinique, par arrêté local du 2 mai 1881, conformément à l'avis du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Cet avis prend en compte les obligations que s'impose le Conseil général de la Martinique en faveur du nouvel établissement. En effet, la colonie affecte un local approprié à l'usage du lycée et en assure l'entretien. Elle fournit le mobilier nécessaire à la tenue des cours et celle de l'internat. Elle garantit pour 3 années le traitement du personnel enseignant, en inscrivant un crédit suffisant à la section obligatoire du budget. Le Conseil général ayant consenti les mêmes garanties en faveur de l'enseignement secondaire public féminin, le pensionnat colonial pour les jeunes filles est créé à Saint-Pierre, par arrêté du 30 août 1883 et ouvre ses portes le 6 novembre 1883, sous la direction d'un personnel recruté pour la majeure partie dans la métropole. Ces instituteurs et professeurs métropolitains sont appelés hussards de la République par les autorités administratives et élus qui les reçoivent. En ce qui concerne la laïcisation du personnel féminin de l'instruction primaire publique, les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny cessèrent d'enseigner dans les écoles publiques de la Martinique, à la rentrée de l'année scolaire 1884 à 1885. Elles étaient 47, l'année précédente, à côté de 45 institutrices laïques. En 1885, la totalité des institutrices est laïque, 38 temporaires, 21 adjointes et 36 directrices. Devenue laïque, l'instruction publique se pose désormais en concurrente par rapport à l'enseignement privé, même laïque, celui-là même qui avait été encouragé dans la phase de lutte contre l'enseignement congréganiste. Son objectif est de conquérir la notoriété qui accompagne la qualité des services rendus aux familles. Pour conduire ce développement quantitatif et relever ce défi qualitatif, le Conseil général crée un emploi de chef du service de l'instruction publique. La fonction de vice-recteur, chef du service de l'instruction publique est créée par le décret du 21 septembre 1882. Le vice-recteur assure à partir de cette date les fonctions, anciennement, dévolues par l'ordonnance du 9 février 1827 au directeur de l'Intérieur en matière d'enseignement, en matière de surveillance des établissements et d'examen, mais pas en matière d'ordonnancement des dépenses. Il assure en outre les mêmes fonctions que les inspecteurs d'académie en France. Henri-Simon Guerrier, titulaire de ce poste, arrivé dans la colonie, le 12 décembre 1882, par le paquebot le Ferdinand de Lesseps, dit l'arrêté, prend ce même jour la direction du service de l'instruction publique, en qualité de vice-recteur. Nommé par le ministre des colonies, détaché du cadre métropolitain, le chef du service de l'instruction publique assure ses fonctions sous l'autorité du gouverneur. Comme les autres chefs de service, le vice-recteur est appelé de droit au conseil privé, infra page 202, lorsqu'on y traite des questions relevant de ses attributions. Une des charges importantes du vice-recteur est la préparation des arrêtés, décrets et projets de loi relatifs à l'instruction publique à la Martinique. Ces textes sont ensuite validés par la signature du gouverneur. Mais l'une des toutes premières tâches qui lui incombe est la création du cadre du corps enseignant primaire, d'une part,
et l'organisation de l'ensemble du personnel enseignant primaire et secondaire dans la fonction publique locale, d'autre part. Cette dernière tâche est délicate, compte tenu des caractéristiques de la fonction publique, tableau 8 et tableau 9. Celle-ci est mise en cause par Victor Schulcher depuis 1875, en réponse aux conservateurs, au moment où ceux-ci accusaient les hommes de couleur de vouloir se substituer aux Blancs. Pour les besoins de son argumentation, il diffuse en 1879 des statistiques mettant en évidence la disproportion qui, selon lui, existerait entre l'importance des Blancs dans la société, 1/10, et leur prédominance à la fois dans l'administration et parmi les concessionnaires de bourses pour les études des enfants, Supra, page 32. Schulcher accuse cette administration de partialité en faveur des conservateurs. Le passé avait encore si peu changé en 1879 aux colonies, malgré les efforts des républicains, qu'à la Martinique où l'on comptait 9 juges de paix, tous étaient des Blancs. Sur 10 commissaires de police, 8 étaient des Blancs. À l'administration de l'Intérieur occupant 18 personnes, 14 étaient des Blancs. À celle de la justice, occupant depuis le procureur général jusqu'au commis greffier 42 personnes, 36 étaient des Blancs. Au service de la perception des impôts sur 14 employés, 11 étaient des Blancs. À celui des contributions directes, sur 9 employés, 8 étaient des Blancs. À la Guadeloupe, même iniquité, sur 13 juges de paix, 11 Blancs, 9 commissaires de police, tous Blancs. Dans l'administration de l'Intérieur, les chefs et sous-chefs, au nombre de 7, tous Blancs. Dans celle de la justice, comprenant 33 personnes, 26 Blancs. Les tableaux 8 et tableau 9, ci-dessous reproduisent l'organigramme détaillé de la fonction publique en Martinique, en 1880, par rapport aux critères d'origine géographique de ses membres, tel qu'il est contenu dans la réponse manuscrite du gouverneur au ministre des colonies. Réponse, par laquelle le gouverneur tente de montrer le peu de fondement des allégations contenues dans un discours prononcé par monsieur le sénateur Schulcher à l'occasion d'une œuvre d'art qui lui a été offerte par souscription. Tableau 8, fonctionnaire d'autorité et d'encadrement. Tableau 9, fonctionnaire intermédiaire et d'exécution des divers services. Dans son rapport, on remarque que le gouverneur distingue les Européens des Blancs. Les premiers, affectés provisoirement en Martinique, sont désignés ici par le terme oreilles. Les Blancs sont les créoles nés en Martinique et membres de l'aristocratie de l'épiderme, selon le mot de Victor Schulcher. Donc, du point de vue de l'origine géographique, les 625 fonctionnaires se répartissent ainsi. Blancs créoles, 155 fonctionnaires d'autorité et d'encadrement et 117 des divers services, soit 272. Créoles de couleur ou noirs, 141 fonctionnaires d'encadrement et 168 des divers services, soit 309. Européens, 44 fonctionnaires d'autorité et d'encadrement. Créoles, à plus de 90%, la fonction publique est donc porteuse des hiérarchisations et des tensions, notamment raciales, qui existent dans la société. Les personnels de l'enseignement public secondaire, tous européens, à l'origine viennent grossir l'effectif de cette fonction publique à partir de 1881. Après leur victoire politique, les mulâtres investiront massivement l'administration, où la présence des Blancs créoles sera de moins en moins fréquente. Ces victoires politiques majeures des républicains pour le contrôle de l'instruction publique en Martinique ne provoquent que des réactions relativement modérées dans l'opinion publique contemporaine. Mais cette rupture radicale obtenue dans une certaine confusion augure-t-elle bien du processus de développement du nouveau service public, qui prenait ainsi place dans l'espace administratif colonial ? Selon de Père J. Reynard, l'Église attendrait toujours la manifestation de reconnaissance dont elle s'estime redevable. Si l'on supprimait l'enseignement donné par l'Église dans la personne de ses religieux et de ses religieuses, ou sous leur influence, que resterait-il en fait d'Éducalfond ? Voilà donc un établissement qui jusqu'en 1880, soit pendant plus de 2 siècles, s'est adonné et à peu de frais à l'instruction des enfants de la Martinique ? Ne méritait-il pas quelques témoignages de reconnaissance ? Où sont-ils ? 3. L'école, champ d'épreuve pour l'assimilation de la colonie à un département français, après 1881. Après avoir réussi à laïciser l'enseignement public primaire et secondaire, dans leur colonie et à mettre en place un corps enseignant constitué quasi exclusivement de fonctionnaires métropolitains,
Les républicains martiniquais trouveraient normal que le gouvernement accepte d'assimiler la Martinique à un département français. C'est l'objet du vœu voté par le Conseil général, le 7 décembre 1882, infra page 213. La solution des problèmes qui concernent l'instruction publique en serait facilitée. Ces élus trouveraient aussi normal que les instituteurs et institutrices créoles, formés dans les cours normaux, qui arrivent dans le corps enseignant primaire à partir de 1882, reçoivent, à travail égal, le même traitement que leurs collègues métropolitains. Mais ces questions sont évoquées manifestement trop tard, à un moment où le gouvernement français semble avoir des préoccupations autres et plus importantes. C'est ce que Jacques Binoche-Guédra expose ainsi. La grande réforme coloniale annoncée en 1871 qui aurait traité toutes les questions qui regardent les colonies, justice, conseils électifs, statut de la presse, etc., n'a pas eu lieu. La politisation extrême des débats de l'Assemblée nationale de Versailles due notamment au fait que les députés des colonies sont des républicains très engagés, empêche la représentation nationale de statuer sur les colonies et les laisse comme l'Algérie en dehors des lois institutionnelles de 1875. L'extension du domaine à partir de 1881 fait reculer la réforme d'ensemble que les anciennes colonies attendaient, tout particulièrement les Antilles, la Réunion et la Guyane. La commodité pour le gouvernement français de régler les questions d'organisation coloniale par voie de décret explique aussi pourquoi la Troisième République n'a pas établi de constitution coloniale. L'espoir des élus martiniquais est donc déçu en 1882, et des difficultés graves apparaissent dans leur relation avec le gouvernement sur 3 questions au moins, en relation avec l'école. La prise en charge par l'État d'une partie des dépenses de l'instruction primaire publique, la parité de rémunération des personnels de l'enseignement primaire et la gestion des bourses d'études supérieures. À la répartition des charges de l'instruction primaire publique. En décidant la gratuité de l'enseignement primaire, le Conseil général de la Martinique ramène au budget local, budget de la colonie, l'essentiel des dépenses afférents à ce service. De plus, le départ brutal et massif des frères de Ploërmel entraîne l'augmentation considérable de ces charges. Pendant plusieurs décennies, le budget local a servi la rémunération des congréganistes au taux pratiquement inchangé de 1 600 francs par an et par frère, 1 200 francs par an et par sœur. Aujourd'hui, la solde annuelle moyenne servie aux enseignants laïcs métropolitains, calculée à partir des éléments fournis par le gouverneur dans sa demande au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, s'élève à 2 138 francs par fonctionnaire. Cet accroissement des dépenses de l'instruction publique intervient dans une conjoncture économique mauvaise, ce qui met le budget de la colonie en déficit. Celui-ci s'élève à 400 000 francs sur un total de 4 649 342 francs, soit 8,6% en 1884. La situation, jugée catastrophique, est résumée ainsi par le directeur de l'Intérieur Sainte-Luce. Nous ne pouvons plus rien entreprendre, tous nos efforts doivent tendre à conserver ce que nous avons déjà, notre lycée, notre pensionnat colonial de jeunes filles, nos écoles primaires. Tout nous commande le recueillement et une prudente réserve comme une armée victorieuse après une longue lutte, mais affaiblie par sa victoire même, et incapable de se porter en avant. C'est ce à quoi doit borner notre ambition dans les moments critiques où nous sommes. Les élus réclament de l'État la prise en charge des dépenses de l'instruction publique, au moins partiellement, comme le prévoit la deuxième loi du 16 juin 1881 instituant la gratuité dans l'enseignement primaire en France, art. 5. Ils présentent cette demande au titre de l'assimilation des colonies à la France. Pour argumenter sa demande,
Le Conseil général émet le 26 avril 1888 le souhait de nommer une commission chargée de rechercher les moyens légaux de mettre à la charge des communes une partie des dépenses de l'instruction primaire et d'étudier si la législation existante permet de réclamer à l'État une contribution pour ces mêmes dépenses. Mais, en attendant les conclusions de cette commission, il s'oriente vers la pratique en cours en Guadeloupe et qui consiste à opérer sur l'octroi de mer, prélevé par le Conseil général pour le compte des communes, une retenue compensatoire d'une partie des dépenses de l'instruction primaire. Une demande d'autorisation en ce sens est présentée au ministre des Colonies. Le 26 octobre 1888, le Conseil général sollicite la possibilité d'adopter à la Martinique le système en vigueur à la Guadeloupe et consistant à prélever sur l'octroi de mer une certaine somme représentant la part des communes dans les dépenses de l'instruction primaire. De demander pour le même objet une contribution annuelle à l'État. La réponse négative est formulée en ces termes. J'ai l'honneur de vous informer que je ne saurais donner mon adhésion à la première partie de cette proposition. Le produit de l'octroi de mer, défalcation faite des frais de perception, doit être intégralement réparti entre les communes et le Conseil général ne peut, sans outrepasser ses droits, disposer d'une partie des sommes perçues au profit du budget local. En ce qui concerne la participation de l'État aux dépenses de l'instruction primaire dans la colonie, je dois vous faire remarquer que la loi du 20 juin 1885, relative aux subventions de l'État pour construction et appropriation d'établissements et de maisons destinés au service de l'enseignement, n'est pas applicable aux colonies. Monsieur le ministre de l'Instruction publique s'est formellement refusé jusqu'ici à faire bénéficier nos établissements d'instruction coloniaux des fonds des subventions votées pour les établissements de la métropole. Le gouvernement précise encore plus son point de vue en émettant le décret du 7 décembre 1889, relatif au mode d'assiette, de perception et de répartition des droits d'octroi de mer, qui est promulgué dans la colonie dès 1890. Son intention est complètement explicitée dans le premier des deux décrets du 26 septembre 1890. En effet, le gouvernement prend deux décisions quasi simultanément. Il donne satisfaction aux conseillers généraux en mettant sur pied une commission chargée d'étudier les budgets locaux des colonies, présidée par un inspecteur général des colonies, M. Espeux, ayant comme membres des chefs de service, Haussmann, Follet et Gabrier, un inspecteur des colonies, Piquier, et un secrétaire des Ormeaux. En même temps, le ministre des colonies ordonne au gouverneur de la Martinique de publier les deux décrets datés du 26 septembre 1890, qui sont ainsi promulgués le 30 octobre 1890, soit un mois après leur signature. Le premier décret porte application dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion des lois des 16 juin 1881, 28 mars 1882 et 30 septembre 1886 sur l'enseignement primaire. Le deuxième porte fixation du traitement du personnel de l'enseignement primaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.